Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire en éco-responsabilité. Je m'appelle Karine Navilis, je suis directrice du centre Eco-Innov chez Emballage Carrousel et j'ai le plaisir d'animer cette tribune, votre tribune. Alors surtout n'hésitez pas, vous allez voir l'adresse qui s'affiche à l'écran, à nous contacter à cu@carrousel.ca afin de nous transmettre vos commentaires, vos questions, vos suggestions. Donc, n'hésitez surtout pas à le faire. J'aimerais également remercier en régie Views ma collègue Valérie Jodoin qui va prendre vos questions durant la deuxième partie de cette séance. Et remercier également toutes les équipes qui travaillent sur le terrain, nos représentants, les gens aux achats, aux approvisionnements qui s'assurent que vous ayez évidemment les bons articles pour pouvoir continuer à être en affaires de manière beaucoup plus sereine. Et comme vous le savez, notre webinaire spécial ville va évidemment s'adresser aux villes en dehors de la ville de Montréal. Donc, je vais vous présenter rapidement notre petit plan de match. Donc, si vos collègues ou des entreprises avec lesquelles vous travaillez souhaitaient suivre ce webinaire, ils ont toujours la possibilité de le suivre en rediffusion durant le printemps. Les dates vont être diffusées sur notre site web. On a également placé notre catalogue des solutions éco-responsables qui est disponible sur le site depuis le jour de la Terre, qui vous offre quand même beaucoup d'options pour vivre cette transition un peu plus sereinement. Sans plus tarder, notre petit programme de la journée qui est de ce webinaire qui est quand même pas mal occupé. Donc, on va revenir sur le pourquoi de la réglementation ensemble. On va regarder les détails, les directives de la réglementation fédérale qui vous touchent tous finalement au Québec. Ensuite, on fera un survol de la situation dans plusieurs municipalités du Québec, une petite analyse comparative. On remercie les villes qui ont bien voulu nous revenir sur ces questions. Aussi beaucoup d'informations diffusées et disponibles sur le site de certaines d'entre elles. Comment gérer la transition? Donc, c'est ce qu'on va voir en deuxième partie de cette session avec mon invité d'aujourd'hui, comment on vous accompagne. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter mon invité, Véronique Gauthier, qui est directrice aux ventes dans la région du Grand Montréal. Alors, pourquoi la réglementation? Comme vous le savez peut-être, c'est 4,6 millions de tonnes de plastique qui sont importées chaque année au Canada. Vous voyez que dans ces 4,6 millions, il y a un maigre 9% qui est recyclé, 86% de ces plastiques se retrouvent en site d'enfouissement. On a un enjeu au niveau de la gestion de la fin de vie de nos plastiques et vous voyez que 47%, c'est le pourcentage, c'est ce que représentent les emballages dans toutes les matières résiduelles de plastique qui sont jetées. Si on regarde le Québec, vite, un chiffre de 2-3 chiffres valent 1000 mots. Vous voyez qu'au Québec, c'est entre 1,4 et 2,7 milliards de sacs d'emplettes qui sont distribués, des sacs d'emplettes en plastique bien sûr, qui sont distribués chaque année au Québec. Or, seulement 16% sont récupérés, le reste malheureusement se retrouve dans nos environnements. Donc, et vous le savez, ça prend des centaines d'années à se dégrader, donc c'est un véritable enjeu. Ce problème n'est pas propre au Canada, il n'est pas propre au Québec. Vous le savez, à l'échelle mondiale, si vous regardez, c'est 500 milliards de sacs en plastique qu'on retrouve et qui sont utilisés chaque année dans le monde. 35 milliards de bouteilles de plastique sont jetées chaque année aux États-Unis. Bref, ces plastiques deviennent un problème parce qu'au lieu d'être recircularisés en fin de vie, on les retrouve dans l'environnement. Et c'est un enjeu aussi pour la préservation de nos espèces, de la faune marine. C'est plus de 250 espèces d'animaux qui sont menacés. Vous voyez ce dauphin qui est pris avec un de ces les porte-canettes en plastique souple qu'on utilise assez couramment. Alors bien sûr, comment on en est arrivé là? Il y a un concept en fait qui traduit bien cette situation, c'est le jour du dépassement de la Terre, c'est-à-dire le jour à partir duquel, dans une année calendaire, l'humanité a dépensé toutes les ressources que la Terre met 1 an à régénérer. Alors, si vous regardez 1971, vous voyez que grosso modo, ça nous prenait quasiment une planète pour consommer ce que la Terre mettait 1 an à régénérer. Ce qu'on constate aujourd'hui en 2022, c'est que le jour du dépassement arrive de plus en plus tôt. Il a eu lieu le 28 juillet l'année dernière et que par conséquent, après 7 mois, on a consommé toutes les ressources planétaires, notre seule humanité, ce qui pose problème puisque visiblement on vit à crédit de nos ressources planétaires les 5 derniers mois de l'année et ce depuis plusieurs décennies. Donc on a un problème. Pourquoi? On était dans un modèle linéaire effectivement qui extrait de la ressource, qui la transforme, qui en fait des produits. Malheureusement, notre geste encore trop souvent, c'est de jeter.
Mais progressivement, de nouveaux modèles, il y a un nouveau paradigme, on passe en économie circulaire avec des stratégies, oui, le recyclage, mais on a aussi le réemploi, l'éco-conception, on va pouvoir en reparler dans le courant de la session, mais on voit se développer auprès des citoyens, auprès des entreprises, des actions, des stratégies qu'elles intègrent pour changer de modèle et c'est maintenant ou jamais. Alors actuellement, si on regarde juste au Québec, l'économie circulaire, c'est seulement 3,5% de l'économie. Donc, vous voyez qu'on a 96% de potentiel, d'opportunités à développer pour recirculariser beaucoup mieux nos matières, de les recirculariser tout court. Et donc, je vous invite en tant qu'entreprise, mais parlez à vos... on est beaucoup en discussion, nous, avec nos clients. Je pense qu'on est tous un élément de la chaîne pour transformer ces habitudes, demander des produits éco-conçus. C'est extrêmement important pour qu'on soit un élément de changement au quotidien. Alors pourquoi c'est un petit peu compliqué, puis on va le voir aussi avec la réglementation. Vous le savez, des fois on vous dit l'article est recyclé mais pas recyclable au Québec, etc., etc. Il y a beaucoup de nuances, beaucoup d'enjeux. Encore une fois, je veux rappeler que c'est pas simple, c'est simple pour personne, mais on est là justement pour vous aider, on a des solutions pour vous. Un des enjeux est un enjeu comportemental. On a beaucoup de matière, beaucoup de confusion sur ce qu'on doit mettre dans quel bac. Donc, il y a un enjeu de comportemental en fin de vie. On pourrait recirculariser beaucoup plus. Et ça, c'est un premier point. Il y a des enjeux de marché. On peut avoir des matières qui sont extrêmement intéressantes, mais en fin de vie, personne ne veut les reprendre. On n'a pas de recycleur. Il n'y a pas de marché rentable au plan économique pour pouvoir accueillir ces matières et les recirculariser. Donc, d'où l'importance, encore une fois, de réduire à la source ces matières qui n'arrivent pas à trouver de marché. Un enjeu d'infrastructure, les choses sont en train de changer, évoluer, on a une modernisation de la collecte sélective, bref, beaucoup de choses s'en viennent justement pour faire évoluer nos infrastructures, mais effectivement, parfois, c'est un peu frustrant. Vous dites c'est recyclé, mais c'est recyclable, mais pas recyclé au Québec, et c'est aussi un problème d'adéquation de nos infrastructures aux besoins de gestion de la fin de vie. Enfin, le dernier point, c'est les enjeux de matière. C'est sûr que je vais y revenir, mais c'est sûr que le monomatière, tous les contaminants qu'il y a dans certains contenants peuvent jouer sur la capacité qu'on a de les recirculariser dans le système. Donc moins on met de colle, de contaminants, d'étiquettes, on peut plus facilement détacher les matières, ça aide beaucoup en fin de vie à pouvoir en recirculariser beaucoup plus. Dernier point, on a dit des stratégies dans les entreprises, mais également un positionnement au niveau de nos 3 paliers gouvernementaux pour faire évoluer les choses très rapidement. Au fédéral, la charte sur les plastiques depuis 2018, qui a été associée aussi au programme Zéro déchet de plastique, et la réglementation qui a été mise en place et sur laquelle Véronique va revenir dans quelques minutes, depuis 2022. Au provincial, on a vraiment une modernisation de la collecte sélective, un développement de la consigne. On sent qu'il y a des choses qui bougent depuis la désignation de l'OGD en octobre dernier. Donc, encore une fois, des choses qui évoluent au provincial. Et on a parlé, je donne l'exemple de la ville Montréal, mais on a d'autres villes qui se sont positionnées. Je pense à Terrebonne-Mascouche, je pense à la ville de Mont-Tremblant, à Laval, plusieurs villes commencent à prendre action justement dans un cadre de gestion de leurs matières résiduelles. Donc, je vais passer la parole à ma collègue pour qu'elle puisse entrer un petit peu plus dans les détails de la réglementation fédérale sur les plastiques à usage unique. Excellent. Donc, en fait, on va vraiment parler de la réglementation, en fait, qui a paru, dans le fond, au niveau de la Gazette du Canada le 20 juin dernier. Donc, ce que ça dit, là, c'est que dans le fond, au niveau du fédéral, il y a 6 catégories de produits qui sont touchés. Donc là, vous allez voir, on va juste les expliquer, puis après ça, on va vraiment les descendre un petit peu plus en détail. Donc, les sacs emplettes en plastique, il y a les ustensiles en plastique, les contenants, donc là, on voit des contenants en forme, mais vous allez voir, il y a un petit peu plus large que ça. Il y a les anneaux de transport, les bâtonnets à mélanger en plastique et finalement les pailles. Donc, pour commencer un petit cours 101 au niveau des types de résine, dans le fond, si vous n'êtes pas tout à fait habitué, là, ça va vous donner une meilleure idée. Donc, tout ce qui est PET, ça, c'est du polyéthylène. Donc, dans le fond, c'est comme la fameuse bouteille d'eau. On a le numéro 2, qui est le polyéthylène de haute densité. On a le numéro 3, qui est le PVC. Numéro 4, polyéthylène de basse densité. Le numéro 5, vous allez voir, on va en parler quand même beaucoup, c'est le PP, le polypropylène. Le numéro 6, Karine, on va en parler beaucoup aussi. Le numéro 6, c'est le polystyrène, le fameux foam, donc le PS.
Et le numéro 7, c'est vraiment toute autre catégorie. Donc, dans le fond, ce que vous retenez dans cette catégorie-là, là, ce que je veux juste vous dire, là, c'est plus le PLA. Retenez ce mot-là, ou les plastiques compostables. Ça va être important, on va en reparler plus tard. Donc, première des choses, les sacs en pellets que vous voyez, là, c'est vraiment interdit. Donc, les fameux sacs, il y avait des épiciers qui étaient parmi nous. Donc, la seule exception, c'est que les sacs vont être autorisés pour emballer des aliments qui vont être en vrac, comme les petits sacs là pour les fruits, les noix, les bonbons, les choses comme ça. Ça, c'est correct. Tous les sacs, quand vous passez à la caisse, qui vont emballer, exemple, le poisson ou la viande ou le poulet, des choses comme ça, c'est correct, c'est toléré. Le fameux petit sac transparent. Et finalement, les sacs pour protéger des aliments de boulangerie. Donc ça, c'est les 3 exceptions. Ce que je veux aussi vous aviser, c'est que c'est correct d'avoir des sacs réutilisables. Donc, le gouvernement fédéral, il veut vraiment promouvoir ça aussi. Par contre, il y a des normes à respecter. Donc, c'est des normes ISO et des normes, par exemple, qu'on doit être capable de marcher sur une distance de 53 mètres et le sac doit être capable de tolérer un poids de 10 kilos. Mais tout ça, il faut être capable de le faire à 100 reprises parce que sinon, les bretelles peuvent lâcher, des choses comme ça. Donc, assurez-vous que vous avez un sac qui est conforme, qui est capable de répondre à ces réglementations-là. Donc, deuxième des catégories, c'est les ustensiles en plastique. Ça, on en parle quand même depuis longtemps. En fait, la nuance importante ici, fédérale important, là, parce qu'on n'est vraiment pas dans d'autres municipalités, on est vraiment au fédéral pour le moment. Donc, tous les ustensiles en plastique qui ne sont pas en polystyrène ni de polyéthylène. Donc, dans le fond, l'important, c'est qu'il faut pas que ça soit du PS, du polystyrène. C'est considéré comme réutilisable si on est capable de le mettre dans un lave-vaisselle domestique à 100 reprises. Ça veut dire que si on le met au lave-vaisselle, il va jamais perdre ses propriétés. Donc ça, c'est vraiment la nuance importante. Donc, si on parle d'un ustensile en PLA, vous allez voir, plus tard, on va en parler, ça fonctionne pas. Donc, l'ustensile doit être en PP pour que ça fonctionne. Alors ça, c'est très important de ce côté-là pour les ustensiles au niveau du fédéral. Troisième catégorie, c'est les contenants en forme. Donc, tout ce qui est des contenants à soupe, des contenants à sauce, des contenants que vous voyez à l'écran pour emporter. Tout ça en forme, c'est banni. Ce que vous voyez aussi en bas de l'image, c'est un contenant avec une base noire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est les bases noires, c'est banni au niveau du fédéral. Donc, les seules bases noires, les contenants qui sont acceptés, c'est des contenants qu'on appelle en CPET, en CPET. C'est que vous allez mettre, par exemple, une lasagne dans ce type de contenant-là et votre client va pouvoir la faire gratiner. Donc, ça, c'est vraiment la nuance importante. Donc, c'est vraiment un plat qui va aller au four, au grille-pain, ou qui va pouvoir être réchauffé pour faire gratiner un plat. Ça, c'est important parce que, fait juste une petite parenthèse, vous verrez plus des sushis, par exemple, parce que ça, c'est du prêt à manger dans un contenant avec une base noire, ou des plateaux traiteurs. Donc, ça, c'est important. Il y aura plus de base noire. Puis déjà, au niveau des épiceries, on voit des bases de poulet, les bases à poulet, là, les cloches à poulet, que c'est des bases blanches. Donc, c'est vraiment pour assurer une meilleure recyclabilité au niveau de la transition de cette couleur-là. Et l'autre catégorie, en fait, c'est les anneaux de transport. On l'a vu tantôt, hein, Karine, sur ta photo. Ce que ça dit, c'est que c'est les petits anneaux souples. C'est souvent eux qui sont dommageables et qui se ramassent dans nos océans. Donc, dans le fond, l'exception, c'est des anneaux rigides qui sont enclictables. Donc, on le voit beaucoup, par exemple, pour des microbrasseries. On le voit de plus en plus dans le marché. Ça peut être comme réutilisable, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment vers là qu'on s'en va. Le cinquième usage là, qui va être banni, dans le fond, c'est les bâtonnets à mélanger en plastique. Ça, on va faire ça bien simple, il n'y a pas d'exception. Donc, on peut s'en aller vers un bâton qui peut être en bambou, en bouleau, des choses comme ça, pour éviter d'utiliser des bâtonnets en plastique. Sixième des exceptions, c'est la paille. Donc, la paille en plastique. Il y a 2 nuances importantes. Donc, encore une fois, rappelez-vous là, la subtilité au niveau des ustensiles. Donc, si ce n'est pas fait de polystyrène ou de polyéthylène, ça peut être considéré comme réutilisable parce qu'on pourrait le mettre au lave-vaisselle pendant 100 fois sans que la paille va perdre ses propriétés. Ça veut dire que c'est une paille qui est assez robuste de ce côté-là. Également, on va en parler plus tard, mais au niveau des pailles flexibles,
Ça, c'est les petites pailles qu'on peut ajuster, là, disons, là, le bout, là, puis va rester dans cette forme-là. Donc, quand c'est plus au niveau de la vente au détail que le client doit en faire la demande, ça doit être vendu dans des petits paquets, par exemple, de 20. Donc, ça, c'est vraiment très niche, là, la paille flexible, mais ça fait partie quand même d'une des exceptions au niveau du gouvernement fédéral. Donc, ça fait un petit peu le topo, là. Ce qui est bien important, là, c'est que ça, c'est fédéral. Vous allez voir plus tard, on va descendre un petit peu plus en détail par rapport aux villes qui se sont positionnées. Alors, je sais, il doit y avoir des gens de Montréal aussi, là, je suis juste curieuse. On avait un autre petit sondage pour savoir, parce qu'en fait, pour la réglementation de la Ville de Montréal, c'est effectif depuis le 28 mars dernier. On veut savoir comment vous vous sentez face à cette réglementation-là qui est maintenant en vigueur. Donc, c'est ça. On voulait juste fait avoir des petits mots, là, mais ce qui est sorti en gros, on peut vous en parler, là, c'est vraiment au niveau des bars laitiers. Que ça a été quand même difficile parce qu'ils ont fermé en septembre, et là, ils vont réouvrir au mois de mars, puis là, ils ont réalisé que la nouvelle réglementation est là. Donc, ce qu'on voulait juste vous mettre un petit peu un petit point de vigilance ici, ce qu'on voulait juste vous souligner, c'est de vous assurer, là, comme Karine, tu l'as dit, il y a 8 mois pour la transition au niveau du gouvernement du fédéral. Assurez-vous d'écouler vos inventaires parce que il y a quand même des inspecteurs, il y a quand même des amendes, il y a des choses qui s'en suivent concernant ça. Donc, c'est important de vous prendre d'avance, renseignez-vous près de vos villes. Et là, Karine, je vais lui laisser faire le survol par rapport aux différentes villes qui se sont positionnées sur le bannissement du plastique à usage unique. Merci Véronique. Alors, regardez d'emblée ce qu'on veut vous dire. On n'a pas été contacter toutes les villes à l'échelle de la province, comme vous l'imaginez. Il y avait des demandes de nos clients, effectivement, par rapport à certaines villes. Donc, on a monté l'échantillonnage sur cette base. La liste n'est donc pas exhaustive. C'est normal qu'il n'y ait pas toutes les villes de notre belle province. On a quand même des villes qui sont en région, des villes qui sont proches ou qui font partie de la communauté métropolitaine montréalaise. Aussi des villes en zone rurale ou zone plus de forte densité urbaine. Donc, ça donne quand même une petite couleur de la situation qu'on voit. Et puis, encore une fois, je tiens à remercier les villes qui nous ont répondu. On sait qu'elles sont très occupées sur le terrain. Alors, voyez un petit peu ces questions ensemble. Et puis, ces questions devraient pouvoir vous guider quand vous allez les contacter ou quand vous allez vouloir chercher un petit peu plus d'informations sur ce que vous avez à faire. Première question, une question bien simple, hein, on leur a demandé à qui on s'adresse sur toutes ces questions de plastique à usage unique. Souvent, vous avez un courriel de la ville ou un numéro de téléphone généralement générique qui va vous permettre de vous rediriger. Donc là, je vous donne la réponse générique parce que c'est grosso modo c'est celle qu'on a utilisée. Effectivement, ça fonctionne très bien. Donc n'hésitez pas à utiliser, je dirais, les véhicules de transmission qui existent déjà dans vos villes. Ils fonctionnent et vous permettent d'aller vers les organismes qui s'en occupent. Souvent, il s'agit d'agents éco-leaders, du bureau de l'environnement ou des infrastructures. On a des services d'environnement, de développement durable qui nous ont répondu, ou d'approvisionnement, service aussi de l'aménagement du territoire. Donc, ça vous donne un petit peu une couleur des personnes qui sont impliquées dans ces réponses. Deuxième question, on leur a posé la question de savoir quelles seraient les questions que vous devriez vous poser sur votre territoire concernant les emballages de plastique à usage unique. Et la question rapide, c'était d'une part de questionner le besoin par rapport à ce que vous achetez. Et la deuxième, c'est la recyclabilité ou la compostabilité de l'article dans ma ville. Donc, je vous ai mis à côté les fameux 5 R. Alors, on peut je les ai un peu personnalisés. Il y a toujours la question de repenser ou refuser, dépendamment de ce que vous faites, de réduire à la source. Donc, c'est un peu la direction que prennent nos paliers gouvernementaux pour limiter les matières, parce qu'on a beaucoup de volume et pas nécessairement les infrastructures pour les récupérer. Le réemploi, on va vous retrouver beaucoup, vous allez voir dans nos réponses et puis dans la manière dont on vous accompagne. Le recyclage, évidemment, qui peut être meilleur et bonifié. Je pense notamment à Via Tricentris, qui font un travail remarquable sur le terrain. Donc, c'est à saluer. Et vous voyez les références, évidemment, de Ici on recycle et de Gouta. Donc, encore une fois, questionnez-vous, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que je pourrais modifier mon achat en conséquence?
Troisième question, pensez-vous, on a demandé aux villes si elles pensaient légiférer sur les plastiques à usage unique au cours des prochains mois. Puis là, vous voyez que vous avez trois situations. La première, c'est oui. Et c'est déjà fait. On le voit avec Terrebonne-Mascouche, on le voit avec Prévost, on le voit avec Laval, Montréal, Mont-Tremblant. Les articles, les villes en question incluent les articles qui vont être bannis dans certains cas ou à usage restreint. Donc, c'est très bien documenté. Il y a des trousses qui sont prévues. C'est vraiment bien fait. Je prends plusieurs cas, plusieurs exemples, mais il y a des trousses qui sont prévues. Laval, également Terrebonne-Mascouche, et également des services dans certaines villes qui sont proposés. Si on regarde maintenant la deuxième situation, il y a une réflexion qui est en cours dans certaines municipalités, je pense notamment à Sherbrooke, et également dans le cadre du plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2024-2031, il se peut que dans ce cadre-là, d'autres villes de la CMM embarquent le pas. Donc encore une fois, renseignez-vous auprès de vos villes et engagez une discussion, c'est important pour ne pas être pris de court. Et la troisième situation, vous avez des villes qui ont décidé de ne pas prendre l'angle de la réglementation parce qu'il y avait la réglementation fédérale présentée par Véronique. Et donc, elles s'engagent, dans certains cas, plutôt dans des campagnes de sensibilisation. C'est le cas de Québec, par exemple, ou encore de Gatineau. Donc, il n'y a pas de modèle meilleur qu'un autre. Chaque ville va prendre une tangente en fonction, évidemment, de ses contraintes et puis comment elle voit un petit peu sa démarche. Si on va à la question suivante, avez-vous du matériel d'information à proposer aux commerçants concernant la gestion de leurs matières résiduelles ou concernant la question des plastiques à usage unique? Oui. Vous voyez une image que j'ai prise sur le site de Laval pour les bannissements des sacs en plastique. Il y a des trousses qui sont prévues pour les commerces. C'est le cas de Terrebonne-Mascouche également, Montréal, Laval, Prévost, Mont-Tremblant. Il y a un programme de gestion des matières résiduelles pour les ICI à la ville de Sherbrooke. Et vous avez également des fiches informatives suite à des sondages qui sont faits auprès des commerçants. J'ai pris l'exemple de Sainte-Brigitte de Laval, qui est une petite communauté, mais qui montre que, dépendamment de la taille, vous pouvez avoir beaucoup de municipalités qui s'engagent et qui prennent des initiatives tout à fait positives dans ce sens. On va à la question suivante. On leur a posé la question de savoir si les villes avaient une politique d'événements éco-responsables. L'été s'en vient, vous le savez, on a beaucoup de festivals. C'est l'opportunité de s'amuser, mais c'est aussi des situations où on retrouve beaucoup de matière. J'aimerais juste citer trois excellentes références. La première, le Conseil québécois des événements éco-responsables. C'est un guide. Ils ont des fournisseurs dans leur site, mais ils ont aussi des démarches pour vous accompagner les villes, mais aussi tous les promoteurs d'événements à poser les meilleurs gestes par rapport à leurs achats. Ça concerne donc tous les contenants qu'on pourrait utiliser pour les snacks. On va reparler des bars laitiers, des casse-croûtes. Le deuxième, je l'ai mis parce que je trouvais ça intéressant, c'est le guide événementiel qui est proposé par la Ville de Montréal. Donc encore une fois, on rentrera pas dans les détails parce que le temps est limité, mais je vous invite vraiment à regarder ce que font les villes, même si vous ne faites pas partie de cette municipalité, parce que ça donne souvent de bonnes idées. Enfin, on vous parlait tout à l'heure du catalogue du casse-croûte bar laitier chez nous. C'est parce que généralement, ça touche aussi des commerces qui vont trouver aussi des idées dans leur transition par rapport aux articles de plastique à usage unique. Question suivante. Proposez-vous des incitatifs aux commerçants qui font le virage vers des solutions éco-responsables, comme une aide aux commerces qui font l'achat d'équipements pour une transition vers des produits réutilisables? Dans l'ensemble, il n'y a rien pour l'instant de structuré, à l'exception, je dirais peut-être de Terrebonne-Mascouche qui va proposer effectivement des accompagnements lors d'achat de lave-vaisselle, par exemple. Il y a des tarifications incitatives pour le recyclage et le compostage à Stoneham. Donc, c'est en voie parce qu'on sent quand même qu'il y a beaucoup de discussions et puis les villes réfléchissent un petit peu à leur approche par rapport à ça. Donc voilà pour cette question. La question suivante, est-ce qu'on les villes proposent des solutions de location de produits réutilisables aux entreprises de votre territoire pour des événements privés au public? Non pour l'emballage. Par contre, il y a des opportunités de développer des projets en économie circulaire. Et puis là, je cite l'exemple de la feuille de route à Montréal. Il y a une feuille de route en ce moment, justement, qui amène les parties prenantes à se mettre en contact pour développer des projets. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de la ville, vous renseigner, parce que c'est peut-être l'occasion de développer avec votre ville des solutions qui pourraient être intéressantes en économie circulaire.
Alors en bref, vous le voyez, la réglementation fédérale demeure la situation majoritaire pour de nombreuses municipalités ici au Québec. Si les villes légifèrent, c'est souvent de façon à tenir compte de leur capacité à gérer la matière. Encore une fois, Véronique va l'aborder tout à l'heure. Oui, vous tombez, si vous n'avez pas de réglementation dans votre ville, vous tombez automatiquement sur la réglementation fédérale, mais il reste que, vous verrez, certaines villes ont pris des réglementations ou des tangentes beaucoup plus strictes parce qu'elles connaissent leur réalité et leur relation avec les centres de tri, la fin de vie des produits, et donc elles sont vraiment sur le terrain. C'est important vraiment d'en tenir compte. On va y revenir. Dans le doute, encore une fois, on vous le rappelle, informez-vous auprès de vos villes. Elles sont là pour soutenir toute initiative, toute question que vous auriez sur ces questions. C'est important d'aller les voir, et il y a déjà du matériel qui est disponible pour vous. Et puis commencez, comme l'a dit très bien Véronique tout à l'heure, commencez à effectuer votre transition dès maintenant, parce que ce qu'on s'est aperçu avec Montréal, c'est qu'effectivement, certains, en dernière minute, devaient écouler leurs inventaires, puis c'était un enjeu. Donc là, au contraire, vous avez 8 mois, et puis c'est le temps, effectivement, de passer au substitut, qui soit réutilisable ou éco-conçu. Super. Donc, dans le fond, pour la deuxième partie, si je peux dire, de la rencontre qu'on a avec vous aujourd'hui, on voulait un petit peu faire une analyse des produits qui sont touchés, puis comment on peut vous accompagner dans cette transition-là. Donc, par exemple, vous le voyez, les clients ont souvent ces types de bottins-là. Donc, on utilise des verres en plastique, on utilise des verres en styromousse, encore des sacs en plette. Les ustensiles, on en voit encore partout. On est dans la saison des bars laitiers, comme je vous disais, dans la saison des casse-croûtes, les petites assiettes de forme, les contenants take-out, les contenants avec les bases noires. Donc ça, c'est vraiment des bottins typiques de ce qui existait avant les réglementations. Donc, ce qu'il faut vraiment savoir, là, dans le fond, là, la règle à retenir, c'est, par exemple, si votre règlement municipal est plus strict que le fédéral, évidemment, c'est dans le fond là, c'est vous qui vont gérer les matières résiduelles. Donc, tous les commerçants doivent vraiment être en ligne avec la réglementation municipale. Si par contre c'est le fédéral qui est plus strict, évidemment tout le monde doit se conformer à cette réglementation. Je vous dirais que le challenge, là, le défi qu'on a, c'est quand il y a des commerçants qui sont au niveau du fédéral, qui sont dans une autre municipalité. Mais l'important dans ça, c'est de combiner le plus strict des deux municipalités pour être du fédéral et de la municipalité pour être certain que vous êtes conforme dans cette transition-là. Donc, c'est un petit peu ça l'idée. Donc, faut vraiment que vous reveniez à qu'est-ce que j'ai droit dans ma municipalité puis qu'est-ce que le fédéral va m'imposer. Donc, c'est important de faire ce petit topo-là. Alors, on l'a vu, d'autres municipalités se positionnent. L'interdiction des sacs à emplettes touche beaucoup de municipalités. Maintenant, c'est presque quelque chose d'assez courant. Mais là, on vous a mis les dates d'entrée en vigueur des municipalités qui ont pris un pas de plus pour réglementer d'autres articles. On pense aux bâtons à mélanger, aux pailles, comme tu l'as mentionné très bien, Véronique. Donc, on voit des tendances, et puis vous voyez les dates, c'est en ce moment que ça se passe. Donc, et ça a commencé, vous voyez, depuis 2021, pour certaines même bien avant. Donc c'est extrêmement important d'aller voir un petit peu. On en a mis 4. Ici, on a mis Prévost, Laval, Montréal, Mascouche, Terrebonne. Mais sachez que Mont-Tremblant aussi s'est positionné sur un certain nombre d'articles à usage unique. Donc, voyez dans votre région, et puis ça devient intéressant parce que quand on regarde les MRC, ça vous permet de voir ce que font d'autres villes qui appartiennent à la même MRC que vous, pour voir un petit peu quelles sont les évolutions possibles dans votre région. Alors là, on a une petite partie un peu plus ludique, si je peux dire ainsi. Je vais laisser la parole à ma collègue Véronique. Oui, ce qu'on voulait savoir, là, c'est que vraiment à haut niveau, là, combien vous pensez qu'il y a de villes qui interdisent les sacs en plette en plastique? Donc vraiment, là, allez-y avec un chiffre qui vous vient en tête, là. Combien de villes vont interdire ces sacs-là actuellement? On va attendre un petit peu. Oui, que ça quitte un petit peu. 10, OK. 20, OK, c'est bon, ça donne... On rappelle que ces sacs à emplettes sont interdits depuis l'automne dernier, depuis septembre dernier à Montréal. Oui. Et puis... 42, c'est précis. Oui, c'est intéressant. Oui, 42, c'est très précis, oui. Ouais, donc c'est quand même assez variable. Eh bien, vous apprendrez qu'on a plus de
Suspense, roulement de tambour, là, j'en voyais qui rentrait. On a plus d'une cinquantaine de municipalités qui légifèrent sur les sacs à emplettes en plastique à usage unique. Puis si vous regardez, là, on les a surlignés en jaune pour vous, depuis 2009 de Montagne et Huntington en janvier 2028. Donc vous voyez quand même que ça fait un moment qu'on a des villes qui sont engagées. On pense souvent à Montréal, mais il y a des choses qui bougent dans les régions et en dehors de la grande région métropolitaine. Et c'est important de le souligner, des petites municipalités comme des plus grandes. Donc l'idée est vraiment de réduire à la source la matière. Mais heureusement, n'est-ce pas Véronique? Ouais, ben les substituts, tu sais, on en voit beaucoup dans le marché, mais c'est principalement des sacs en papier. Donc que ça soit des sacs à poignée, des sacs plus comme du type épicerie ou encore une fois des sacs réutilisables. Donc tu sais, vous êtes capable vraiment d'assurer une belle transition au niveau des commerçants avec des différents types de substituts. Donc, une autre petite question, j'en ai parlé tantôt. S'il y en a qui étaient très, très attentifs, ça va aider. Donc, est-ce que les ustensiles en PLA sont bannis dans toute la province du Québec? Donc, vous vous rappelez, ça, c'est le numéro 7, le PLA. Donc, on va vous laisser quelques petits temps. C'est oui ou non. OK, parfait. À date, c'est comme partagé. Ouais, 50-50. Ouais, c'est bon. Puis on reconnaît, celle-ci, elle est pas, Non, c'est ça. elle est pas évidente. Exact. Alors, Véronique, je te la laisse. Oui, en gros, là, comme vous voyez, là, c'est quand même, les municipalités vont être plus exigeantes dans le sens que Terrebonne, dans le fond, Mascouche, ils vont les autoriser. Donc, ils vont les autoriser, mais ça devient une exception. Par contre, quand on pense à la ville de Montréal, c'est tous les plastiques compostables qui sont bannis. Et au niveau du fédéral, quand je vous disais tantôt, les ustensiles, là, ça doit être un ustensile en PP, là. Donc, mais lui ne passera pas le test du ustensile au lave-vaisselle parce qu'un ustensile en PLA, là, il se transforme juste avec la chaleur. Si vous laissez ça dans une voiture, là, on voit que ça va commencer à bouger puis se transformer. Donc, vous voyez, c'est d'une municipalité à l'autre, ça peut varier. Donc, c'est un petit peu ça au niveau du topo et les ustensiles en PLA. Puis là, pour le PLA, juste pour ajouter un point, c'est qu'on vous disait aller vers la réglementation la plus stricte. Vous voyez que Terrebonne-Mascouche, c'est un peu l'exception qui autorise le PLA, oui. Mais d'ici au mois de décembre, c'est la réglementation fédérale qui va embarquer. C'est un bon point. Donc, c'est ça. Définitivement, ici, c'est le fédéral qui l'emporte sur la réglementation municipale. Puis juste les dates, là, on en a parlé, là, mais rappelez-vous, là, c'est vraiment le fédéral, c'est le 20 décembre 2023. Fait que tantôt, dans le tableau, Karine, on voyait des dates qui arrivaient en septembre, rafale, ouais. Mais ça venait vite, là, donc ça vient avant la réglementation. Donc, par exemple, si on veut remplacer un ustensile qui est en plastique, on a le bambou, on a du bouleau, on a d'autres types de les ustensiles en PP, là, dépendamment, faites attention de la municipalité qui peuvent être acceptés. Et on a aussi plus de nouveautés dans le marché. Donc, on est rendu avec des ustensiles qui sont plus agréables au feeling de manger, là, on pense à du papier pressé. Donc, ça rentre, entre autres, à la mi-mai, mais c'est intéressant parce qu'on voit vraiment plus de matière de disponible, de nouveautés. Donc, ça, c'est des beaux substituts également. Et ce substitut vient résoudre aussi, vous le savez, la filière de recirculabilité est très bonne au niveau du papier et du carton au Québec. Oui. Donc, encore une fois, ici, on a une belle boucle avec un produit, effectivement, qui peut résoudre beaucoup d'enjeux, notamment pour les festivaliers. Oui, ils sont très robustes, c'est très bien. Excellent. Donc, une autre petite question. Les verres en styromousse sont-ils bannis partout au Québec? Donc, on va vous laisser répondre aussi à cette question-là. Je trouve ça dans les réponses. Oui, c'est ça. Ah, ça rentre. Oui, OK, non. Parfait, ça bouge encore. Puis, on est bien conscient que ces questions sont pas c'est pas tout blanc, tout noir. Ouais. Alors là, voilà les réponses. Oui, les verres sont bannis définitivement à partir du 20 décembre dans toute la province. Certaines villes, vous le saviez, ont déjà interdit ce type de verre. On pense à Montréal et puis oui. des villes de la grande communauté métropolitaine de Montréal. Donc, et là, le petit exemple est intéressant parce que vous voyez que c'est pas tout blanc, tout noir. Vous voyez, en vert, il y a quand même des exceptions avec le polystyrène translucide. Là, on le voit au niveau du Canada, mais dans l'ensemble, on s'entend qu'on s'en va vers un bannissement beaucoup plus fort du styromousse.
Donc, par exemple, des substituts possibles. Donc, on passe dans un verre en aluminium, donc qui peut être plus au niveau des festivals, des choses comme ça, ou un verre qui est carrément réutilisable, qu'on peut laver perpétuité, ou un fameux verre en carton aussi. Donc, comme vous voyez dans l'exemple du bas, donc pour des bars laitiers, des choses comme ça va beaucoup être des solutions en carton qui sont possibles, ou encore des types de verres réutilisables, là, comme on voit la tasse en bas, là, donc la fameuse petite tasse verte. Ça, c'est plus au niveau de la ville de Montréal qu'un système de consignation et tout. Mais vous voyez que c'est quand même facilement substituable, que ça soit du carton réutilisable ou de l'aluminium, par exemple. Question suivante. Les bases noires dans la province du Québec, est-ce que c'est banni au 20 décembre 2023? La prochaine fois, on va prévoir un petit jingle. Hein. Oui, c'est vrai. Ça rentre, ça rentre. Ouais. Est-ce que c'est... Oui et non. Ouais, OK, c'est bon. Alors, oui, interdit sous la réglementation fédérale, mais vous le savez, Véronique l'a mentionné tout à l'heure, il y a des exceptions concernant l'usage, donc des plats congelés qu'il faut réchauffer ou préparer au four, il y a une tolérance. Il reste la raison pour laquelle on interdit, puis j'insiste là-dessus de vous l'expliquer. Les bases noires disparaissent. Pourquoi? C'est parce que sur les convoyeurs, quand on est dans un centre de tri, on a du mal à pouvoir identifier la matière. Elle a la même couleur que les tapis de convoyeurs. Donc c'est sûr que les pigments n'aident pas, les produits qui sont pigmentés, puis là, la base noire, c'était un enjeu. Donc maintenant, on a des solutions, comme l'a dit Véronique, il y a des bases opaques blancs, beige, et donc on a des substituts. Exact. Donc, on les voit à l'écran. Donc, comme on dit encore beaucoup, c'est nos fameux contenants, que ça soit couleur craft ou cartonné. Donc, dans ce cas-ci, exemple, pour des frites, ben il y a des petites barquettes, encore une fois, qu'on peut utiliser, ou encore, on peut remplacer le styromousse par de la bagasse ou des contenants MFPP. Donc, il y a beaucoup plus de types de matières disponibles qu'avant. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Les grandeurs aussi sont les mêmes. On n'a pas tout à refaire puis repenser notre menu puis qu'est-ce qu'on va mettre dedans pour que ça rentre le même nombre d'onces. On s'entend qu'on parle des mêmes formats. C'est simplement la matière qui va changer. Donc, vous voyez quand même quelques petits exemples, principalement au niveau des solutions de carton dans ce cas-ci. Les pailles. Oui. Nos fameuses pailles. Donc, dans quelles conditions les pailles en plastique vont être tolérées au niveau de la réglementation sur le plastique au niveau fédéral? Ça rentre tranquillement. C'est pareil, le dossier des pailles. Ben, c'est les nuances, hein, qui sont quand même... Ouais, le diable est dans les détails. Exact. OK. OK. Non, ça va, on a... C'est bon. Ça rentre, sans cycle de lavage. Ah, c'est bon. OK. Flexible, c'est ça. Tout à fait. Alors, vous le savez, hein, uniquement les pailles flexibles dans des circonstances très spécifiques. Il n'y a pas d'acte de vente de type commercial, industriel ou institutionnel. Par contre, il y a des tolérances au fédéral sur des activités de type social. Donc, c'est vraiment, encore une fois, il y a un grand volet dans la réglementation fédérale, vous allez pouvoir le voir. Puis les exceptions, je les ai affichées parce que je trouve qu'elles sont intéressantes. Il y en a 6. Domicile et milieux sociaux, les ventes par paquet d'une entreprise à une autre, vente de paille en paquet au détail, mais encore une fois, la demande du client, elles sont cachées derrière le comptoir, un peu comme les cigarettes à une certaine époque. Les ventes préemballées avec des boissons, donc quand vous avez une petite boisson avec la paille qui est déjà attachée dessus, c'est une exception, mais ça existe. Vente préemballée, vente à un hôpital, un établissement médical ou de soins. Puis même que pour les hôpitaux, il y a quand même des nuances, parce que c'est vraiment quand on est dans une situation de soins que l'exception fonctionne. Après nos pailles. Oui. Donc, en fait, il y a beaucoup, on en voit dans le marché là, de plus en plus, là, c'est vraiment le substitut le plus simple et facilement remplaçable, c'est des pailles en carton. Ce que je veux juste mentionner aussi, oui, on peut avoir en stainless des pailles réutilisables, mais les pailles en carton, c'est plus les mêmes types de pailles qu'on avait il y a quelques années. Donc, la qualité est bien meilleure. Donc, on parle de 14 couches de carton versus au début qu'il y en avait peut-être 4-5. Donc, c'est sûr que ça devenait désagréable de boire dans une paille en carton, mais là, je vous dirais que c'est mieux. Et il y a tout ce qui est d'autres solutions aussi, là, que ça soit en agave ou des choses comme ça. Donc, il y a d'autres types de produits qui est disponible aussi.
Dernière question, on vous a beaucoup parlé d'économie circulaire. Alors, selon la réalité de votre entreprise, quelles sont les stratégies qui vous correspondent le mieux? Est-ce que c'est plutôt du recyclable, du réemploi, du compostable, quelque chose d'autre? Puis vous pouvez combiner plusieurs stratégies. On vous écoute, ou plutôt on vous lit. Compostable, oui. Ouais, c'est intéressant. Alors dans le compostable, effectivement, on a beaucoup de produits éco-designés. Hein. On l'a vu, le carton, la bagasse, Oui. le craft, le réemploi souvent est mentionné dans le domaine de la restauration. On voit revenir à ta présence. C'est ça, tout à fait. Oui, beaucoup. Puis il y a des villes aussi, tu en as mentionné tantôt, mais qu'il y a des subventions par rapport au lave-vaisselle, donc tout ça, à c'est fait intéressant. Donc là, si on regarde un petit peu par rapport, on voit beaucoup de, c'est intéressant, de recyclable, c'est très équilibré. Mm-hmm. Donc, vous le verrez, on développe aussi, oui, on a des produits éco-conçus, mais on développe aussi beaucoup de solutions en mode réutilisable. J'ai amené notre tasse, notre partenaire, La Vague, effectivement, travaille avec nous avec des contenants qui sont réutilisables. Bon, la tasse en est un bon exemple qui est accepté dans de nombreux commerces à Montréal. Mais vous voyez des verres en plastique ici clairs, donc dans des plastiques durs réutilisables. Vous avez beaucoup de contenants qui vous permettent effectivement de développer une vaisselle qui va être réutilisée, et il y en a encore un petit peu plus si vous allez jeter un petit coup d'œil dans notre catalogue des solutions éco-responsables. Alors, juste pour résumer, au niveau des villes, ce qu'on voit dans les changements, on voit un comportement qui vise à bannir certains produits de plastique. Pourquoi? Parce qu'il existe des substituts où ces produits sont vraiment problématiques, soit dans un centre de tri, soit en fin de vie, parce que de toute façon, on peut rien en faire. Il n'y a pas un seul recycleur qui va les récupérer. On parle évidemment des fameuses pailles de plastique, des bâtonnets en plastique, des sacs à emplettes de plastique à usage unique. Le deuxième élément, c'est qu'on va bannir certaines matières. Donc, dans certains cas, il y a de la difficulté à trouver une filière rentable. C'est malheureux à dire, mais le polystyrène, il est recyclable, mais pas recyclé au Québec, pour tout un tas de raisons d'infrastructures et puis de gestion de la chaîne de valeur, ou la présence d'infrastructures qui sont pas nécessairement adaptées. Je pense notamment au plastique dégradable et compostable, puisque c'est un plastique, mais qui ne se recycle pas, qui se dégrade, mais qui pose des enjeux parce que la matière n'est pas vraiment recircularisée. Enfin, dernier comportement qu'on veut essayer de valoriser, c'est favoriser vraiment l'émergence d'une économie circulaire, un changement de paradigme. Donc, la raison pour laquelle on vous parlait de vaisselle réutilisable, les tasses, autres contenants. L'idée, c'est vraiment de réduire, de repenser, réemployer, donc moins de matière à gérer aussi, et puis augmenter la durée de vie utile des articles qu'on utilise collectivement. Donc des fois, on a des articles qui pourraient durer beaucoup plus longtemps si on les réemployait, si elles étaient recyclées. Malheureusement, elles finissent aux poubelles. Donc ça, on veut un petit peu changer, même beaucoup changer le paradigme. On va passer maintenant à la transition avec vous. Avec Véronique, on va voir comment on travaille avec tous nos clients. Ça roule très bien, Véronique? Oui, en fait, là, ce qu'on regarde, dans le fond, au niveau de la prise de décision, là, c'est important maintenant de s'asseoir avec le client, le commerçant, et de valider c'est le besoin exactement. Parce qu'avant, là, la prise de décision était facile. Donc, c'était vraiment, là, dépendamment de la municipalité, on pouvait utiliser n'importe quel type de plastique. Mais maintenant, il faut vraiment valider, c'est quoi le lieu? Vous êtes dans quelle municipalité? C'est quoi l'usage que vous en faites? Le profil du client, parce qu'il y a quand même des exceptions. Donc, quand je pense à la Ville de Montréal, si vous êtes un traiteur, vous accueillez pas de consommateurs sur place, vous êtes exempté de cette réglementation-là. Donc, il y a ou un OBNL, par exemple. Donc, il faut vraiment valider le type de client, les besoins commerciaux. Donc, il y a quand même un exercice quand même à repenser puis valider si le bottin est vraiment conforme par rapport aux nouvelles réglementations. Donc, au niveau de la transition, nous, en 2019, on a commencé Carrousel l'engagement 500+. Donc, en fait, c'est de lancer 500 nouveaux produits éco-responsables par année pendant 5 ans. Donc, on est rendu là. On a lancé notre nouvelle version à la Journée de la Terre. Donc, on est très fiers. Notre mission, c'est de préserver les ressources. Donc, c'est sûr que c'est un gros commitment pour une compagnie d'emballage comme on est, mais c'est important pour nous de travailler
d'avoir les bons substituts, d'être en amont, d'être proactif au niveau des solutions éco-responsables des produits. Aussi, notre équipe, ils ont eu des formations sur les réglementations. Donc ça, c'est important aussi. On est capable d'accompagner nos clients et aussi, on a des outils d'analyse. On va vous en montrer, on va faire des démonstrations. Vous allez voir, on est prêt depuis longtemps, puis on est capable d'éviter que nos commerçants aient des amendes ou des choses désagréables comme ça parce que malheureusement, ils ne savaient pas. Donc, on est capable de vous accompagner de ce côté-là. À cet effet, c'est important de vous rappeler trois piliers. Les outils Carousel, on va y revenir dans 2 minutes et notre collègue Valérie va vous faire une petite démonstration. On a monté des guides. Tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, on est bien conscient que c'est beaucoup de matériel, mais il y a déjà des outils qui sont présents dans notre site internet. On va y venir dans 2 minutes. Les outils de vos villes, comme je l'ai dit, là j'ai présenté, il y a une checklist qui est très bien faite par Terrebonne Mascouche, le fameux guide éco-responsable de la ville de Mont-Tremblant, le guide également de Laval. Même si vous n'êtes pas sur cette municipalité, il y a toujours des choses intéressantes à aller regarder, voir ce qui se passe chez le voisin. Enfin, vous avez beaucoup d'organismes qui vous aident à prendre les bonnes décisions. Je pense à Gouta, où vous pouvez aller voir effectivement comment mieux choisir vos contenants, vos emballages. Évidemment, la petite application Ça va où, et puis EEQ aussi fournit beaucoup d'informations et de soutien. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à penser à vous faire aider et vous référer à ces organismes. Alors, sans plus tarder, on va regarder un peu nos outils. Oui, le petit outil est plus basé au niveau fédéral et la réglementation de la Ville de Montréal. Mais vous savez, la Ville de Montréal est assez stricte aussi au niveau des gobelets là, pour les verres à boissons froides, des choses comme ça. Donc, l'outil il est disponible sur notre site web. C'est vraiment sur 2 pages. Donc, première page, vous avez toute la liste, on va faire la petite démonstration, vous avez toute la liste des produits qu'on a nommés. Donc, si vous voyez là, le guide, ben ça, en fait, c'est notre catalogue éco-responsable qu'on vient de lancer à la Journée de la Terre. Donc, c'est très bien fait. Il y a vraiment comme un petit cours 101 aussi au niveau des cas de la recyclabilité, le type de contenant, qu'est-ce qu'il peut faire, est-ce qu'il peut aller au four, est-ce qu'il peut aller au micro-ondes, est-ce qu'on peut le mettre au congélateur. Donc, c'est super. Vous voyez, là, le petit guide, c'est vraiment le fun et ces petits icônes-là, vous les retrouvez un peu partout dans le catalogue. On a aussi inclus le guide. Donc, voilà, vous allez le voir. Ce qui est important aussi, c'est que les petites pastilles, donc la pastille rouge qui va vous dire que c'est banni, le jaune qui a des petites restrictions et le vert que c'est autorisé. Vous avez les dates d'entrée en vigueur. Là, on parle plus au niveau fédéral et de Montréal, comme je vous disais. Et la page 2, c'est vraiment toutes les petites nuances ou les exceptions qu'on a mentionnées tantôt. Donc, ils s'y trouvent également dans le guide. Donc, ça, c'est un super de beau outil qui est disponible. Également, donc au niveau de notre site web, ce qui est vraiment intéressant, vous pouvez aller naviguer sur le site. Tous les produits ont été codifiés pour vous guider. Donc, à exemple, on est sur la page du styromousse, on voit que la pastille interdit. Et quand on clique sur le produit en question, vous êtes capable de voir en gros caractère là, que c'est banni à partir de telle date. Donc, tu sais, je vous dirais que c'est un outil qui vous aide à rendre ça le plus simple possible. Et vous voyez, par exemple, des substituts que vous pouvez remplacer par un verre en carton, par exemple. Donc, ou un verre en PET, dépendamment de votre municipalité, au lieu d'un verre en styromousse, ou là, on voit plusieurs types de verres, que ça soit imprimé ou blanc, ou peu importe. Mais le point, c'est que c'est vraiment pour vous accompagner. On a essayé de démystifier ça, de rendre ça simple. C'est nous, les experts de l'emballage, puis on veut pas vous rendre votre tâche au niveau de nos commerçants, des opérations, de rendre ça encore plus lourd, je vous dirais. Donc, un bel outil, c'est accessible à tout le monde. Donc, ça, c'est intéressant. Et également, si vous avez déjà un compte, donc une section se connecter, donc un compte typique, là, comme juste pour vous montrer à quel point que vous pouvez rentrer vos informations, vous avez votre bottin, vous choisissez les produits que vous avez. Donc, exemple, on a 25 listes dans ce bottin client-là. Ce que ça dit, c'est qu'actuellement, le client prend des sacs à bretelles en plastique. Vous voyez encore une fois la petite pastille pour dire « Oh, attention », le gros point d'exclamation pour dire « Ne pas commander », tu sais, c'est un petit peu ça, là, c'est pour vous aviser, et on vous met des produits alternatifs. Donc, comme Karine, elle a dit tantôt, vous êtes à 8 mois de la transition au niveau du fédéral, mais c'est certain que vous devez être très vigilant par rapport à vos inventaires, parce que vous pouvez pas étirer l'élastique plus longtemps, là, parce que la réglementation, elle a commencé le 20 décembre de cette année. Vous avez 1 an pour écouler.
Donc, c'est vraiment des guides qui vont vous aider. On est vraiment content là, parce que le site web, le bottin-mètre, le catalogue éco-responsable, c'est vraiment pour vous ces outils-là. Donc, encore une fois, vous le voyez, aussi on commence à dire que même nous, on fait des écoulements, donc il y a des choses qui seront plus disponibles, qu'on va transitionner vers des bases claires, par exemple, au niveau des contenants. Donc, en résumé, quatre petites étapes pour vous. Faire votre état de la situation dès maintenant. Encore une fois, on vous le répétera pas assez. On l'a vu avec Montréal, que on sentait qu'on avait certains de nos clients qui disaient là, je dois écouler mon inventaire. N'attendez plus. Et puis 8 mois, ça vous permet de le faire. Faites un état de votre bottin. Vous pouvez ensuite contacter Emballage Carrousel, que vous ayez des contacts ou pas. On a quand même un centre d'excellence qui fait un excellent travail, et puis des représentants qui sont là aussi disponibles si vous êtes appelé à être intéressé à acheter chez nous. Le point suivant, c'est évidemment de faire l'analyse pour voir effectivement, compte tenu de votre situation, est-ce que vous avez des franchises un peu partout sur le territoire? Est-ce que vous êtes juste dans une ville? La situation sera pas la même si vous êtes un restaurateur ou si vous êtes une épicerie. Vos stratégies vont être différentes, et c'est pour ça, comme l'a dit Véronique, on a développé des outils d'aide à la prise des décisions qu'on partage évidemment dans le cadre du travail qu'on fait avec nos clients. Et puis évidemment, effectuer la transition sans plus tarder. Ça peut être planifié dans le temps. Vous n'êtes pas obligé d'acheter nécessairement tout votre stock, mais c'est maintenant que ça se décide. Alors en conclusion, n'oubliez pas, aidez-nous à vous aider. Donc n'hésitez pas à placer vos questions à cu@carrousel.ca. On a mis le lien vers le service des affaires Montréal, mais je l'ai mentionné tout à l'heure, toutes les villes ont ce type de lien avec souvent un numéro de téléphone disponible pour répondre aux questions. Le fédéral en a un également ici qu'on voit à l'écran. Utilisez les outils et services disponibles pour faire votre idée, votre état de situation, c'est important pour vous permettre de transitionner plus sereinement. Et puis pour ceux qui auraient manqué le webinaire d'aujourd'hui, n'hésitez pas à leur dire que on va le rediffuser durant le printemps. Les dates vont être inscrites dans notre site web. Ouais, alors, on tient à vous remercier parce que ça fait depuis le mois de novembre que certains d'entre vous nous suivent plusieurs fois par mois où c'est relayé. Encore une fois, je vous rappelle, cui@carrousel.ca. N'hésitez pas à placer vos commentaires, vos suggestions, vos questions, s'il y en a d'autres qui émergent au cours des prochaines heures, des prochaines semaines. On va revenir à l'automne et pendant le printemps, voire l'été, si vous voulez, on va faire des web rediffusions et puis on prendra les questions. Donc, encore une fois, merci de votre attention, merci d'être là et puis on se revoit très bientôt. Merci. Véronique. Oui, merci. Merci à tous. À bientôt.